Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Le débat est relancé sur les 35 heures. Faudra-t-il travailler plus pour compenser la crise du Covid? C'est la question, c'est le tabou, disent certains. Le patronat veut ouvrir la discussion. On entendra dans un instant la réaction du gouvernement et on entendra ici la CGT par la voix de Sophie Binet. Nous parlerons de la montée de la violence. Ce sont ces images d'un chauffeur de bus agressé en Seine-Saint-Denis et les images très frappantes également de dealers armés à Grenoble. L'ancien policier Bruno Pomar expliquera combien la loi est difficile à appliquer, simplement appliquer aujourd'hui. Notre invité Raphaël Enthoven parlera de l'autre controverse du jour. Il y avait des statues déboulonnées. Il y a maintenant ce cas emblématique du roman d'Agatha Christie, les 10 petits nègres, qui seront rebaptisés. Ils étaient 10. Notre invité historienne expliquera toute la charge historique de ce mot nègre qui recrée la polémique, sa force péjorative, mais aussi les paradoxes de l'histoire, voire même revendiqués par certains noirs. Aimé Césaire ou aujourd'hui des rappeurs qui revendiquent ce mot nègre comme une sorte de drapeau. Enfin, nous parlerons des masques avec l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des épidémies, avec le professeur Didier Pittet, l'homme du gel hydroalcoolique. Il sera question des masques, de leur usage et du prix des masques. C'est un des grands sujets aujourd'hui. Voici d'abord la petite phrase qui a enflammé l'après-midi. C'est le patronat qui la prononce par la voix de son président Geoffroy Roux de Bézieux. Il s'attaque au sujet très sensible des 35 heures. J'ai aussi, ça fait polémique, ouvert le débat sur le temps de travail au niveau de l'entreprise. Travailler plus, que n'avais-je pas dit au pays des 35 heures? La richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Donc ce débat sur le travail davantage, nous l'aurons dans le cadre du dialogue social sur les retraites. Voilà l'étincelle qui a tout déclenché. Écoutons maintenant, c'était quelques instants plus tard, la réaction du gouvernement par la voix de Jean Castex. Pour réussir, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Le travail, la mobilisation de toutes les forces vives au sein de l'entreprise, de la nation, du gouvernement, la responsabilisation de chacun, c'est ça, la porte de sortie de la crise. Sophie Binet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire générale de la CGT des cadres. La petite séquence est extraordinaire parce que Jean Castex dit « il faut travailler ». Puis là, on sent que le mot « plus » lui reste là, mais... Tout à fait, et heureusement, parce que je crois que cette déclaration du patronat est tout simplement indécente. Et moi, ce que j'ai envie de rappeler à Geoffroy Roux de Bézieux comme à Jean Castex, c'est que les sacrifices, les salariés en font déjà beaucoup depuis le début de la crise. D'abord, contrairement à ce que dit Jean Castex, c'est pas « il faudra travailler », ils travaillent déjà. Et c'est parce que des millions de salariés, notamment parmi les moins bien payés, ont continué à travailler au péril de leur vie, sans protection, que le pays a pu continuer à tourner. C'est aujourd'hui des millions de cadres et professions intermédiaires qui sont confrontés à un télétravail en mode dégradé au mépris de leur santé. Et aujourd'hui, c'est une provocation que le patronat nous parle d'augmenter le temps de travail et de faire de nouveaux sacrifices, alors que les dividendes, eux, ils continuent à être versés aux actionnaires et que les PDG continuent à toucher des rémunérations astronomiques. Sophie Binet, quand Jean Castex s'arrête avant le mot « plus », c'est parce qu'il a peur de vous ? J'espère que c'est parce qu'il a conscience que c'est indécent de demander aux salariés de travailler plus et qu'en plus, c'est un non-sens économique. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? C'est que c'est pour vous une cause, ce serait pour vous une cause de blocage du pays? Ah bah, évidemment, enfin, ce serait, en tout cas, c'est un casus belli, et c'est aussi, je veux insister là-dessus, un non-sens économique. Ça veut dire aucune négociation? Vous n'entrerez dans aucune négociation, aucune discussion? Nous, aujourd'hui, on demande au patronat de négocier sur le télétravail. Et c'est ce même patronat qui refuse de négocier sur le télétravail, alors qu'il y a des millions de salariés en télétravail aujourd'hui. Madame, donc il faut arrêter de se moquer de nous. Sans relancer la guerre des classes, quand on laisse parler le bon sens, on voit les mois précédents, mars, confinement, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Si on prend le blocage total plus le ralentissement très important de l'économie, ça fait 6 mois de ralentissement. Est-ce qu'il ne faudra pas, d'une façon ou d'une autre, le compenser, notamment par plus de travail?
Ben justement, c'est ça le deuxième enjeu, c'est que cette proposition est un non-sens économique. Que se passe-t-il de l'autre côté du Rhin ? En Allemagne, les syndicats et le patronat, ils discutent de l'inverse. Ils discutent de la réduction du temps de travail. Parce que face à la crise, ce qu'il faut, c'est réduire le temps de travail pour sauver notre économie, sauver nos emplois. Les comparaisons par pays, vous savez que c'est toujours très compliqué. Moi, je suis d'accord sur un point avec Roux de Bézieux. Quand il dit que la richesse créée par le pays, c'est le nombre d'heures travaillées par chacun, multiplié par le nombre de personnes qui travaillent. Et donc, l'enjeu, c'est pas de travailler plus, c'est de travailler tous et toutes. Alors, il faut bien rattraper, vous dites toutes et tous, très bien, mais il y a l'endettement, ou bien s'endetter plus, ou bien plus d'impôts, personne n'en a envie, ou le travail. Peut-être qu'il faudrait aussi mettre à contribution le capital, les dividendes, les PDG, ça j'en entends jamais parler. Et en tout cas, sur la question de l'augmentation du temps de travail, pourquoi est-ce que c'est une aberration ? Parce qu'on sait que ça supprime des emplois. Nous avons le bilan de l'augmentation des heures supplémentaires de 2008 à 2011. Nous savons que ça a supprimé entre 50 000 et 100 000 emplois et que ça a coûté 6 milliards d'euros aux finances publiques. Il faut savoir, on ne peut pas en même temps nous dire c'est la crise, on n'a plus assez de travail pour tout le monde, on licencie, et de l'autre côté nous dire il faut travailler plus, il faut choisir. Sophie Binet, en tout cas, blocage dans la société française depuis si longtemps, même des politiciens de droite, même si au début roulaient des mécaniques en disant moi je vais changer tout ça, etc., souvent ont eu la peur, face à vous notamment, face au blocage de la société. Petit rappel. Heureux parce qu'on travaille 35 heures et malheureux parce qu'on travaille 36, c'est ne rien comprendre à la réalité du monde du travail. On ne peut pas continuer d'étrangler le pays comme les socialistes sont en train de le faire. Les 35 heures, c'est un boulet économique terrible. Et je pense que, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie européenne et mondiale, la France ne peut malheureusement pas continuer d'avoir un tel boulet au pied. C'est impossible. Dans le cadre légal des 35 heures, comment, de manière intelligente et adaptée, des accords majoritaires peuvent conduire à donner plus de flexibilité sur nos territoires ou dans certaines branches pour lesquelles c'est nécessaire. Sophie Binet, on ne peut pas refaire tout le débat en 2 minutes, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas de votre côté une position simplement idéologique de dire toujours non ? Alors qu'on sort là d'une crise exceptionnelle, le Covid, c'est historique. Tout à fait, c'est peut-être justement pour ça qu'il faut changer de paradigme. Moi, je vais donner un chiffre tout simple. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on n'entend jamais, c'est que les Français ne travaillent pas 35 heures. Les Français travaillent 39h30. Les cadres, ils travaillent même 44h30 par semaine. Mais non, ça c'est pas discuté. C'est les chiffres de l'INSEE, c'est les chiffres de la DARES. C'est pas compliqué de calculer le temps de travail en France. Le retard du Covid, il est là ? Non, mais laissez-moi développer des arguments. Le temps de travail en France, il est aujourd'hui beaucoup trop élevé. Comment voulez-vous travailler 44h30 par semaine et passer du temps avec vos enfants ? Aujourd'hui, les leçons de la crise, c'est au contraire comment les richesses que nous créons permettent, au lieu d'alimenter la finance et la spéculation, permettent d'alimenter le bien-être des populations. C'est ça le problème. Sophie Binet, merci. On l'aura compris, donc, aucune entrée en négociation sur ce sujet. Merci beaucoup. Ouvrons maintenant un deuxième chapitre, deuxième débat qui marque cette journée sur la question de la sécurité. C'est la montée d'une violence qui semble souvent impunie. Ces images notamment qui ont beaucoup frappé aujourd'hui, ce nouvel épisode de chauffeur de bus agressé, c'est en Seine-Saint-Denis à Duny. La RATP condamne, je cite, avec la plus grande fermeté. Des témoins ont appelé la police. Il n'y a pas en état de nos informations la gravité de l'agression de Bayonne, pas du tout, mais c'est un événement qui fait monter l'inquiétude. Arrêtons-nous sur ce sujet. Des voix de droite, mais aussi des voix de gauche s'inquiètent d'un affaiblissement de l'autorité de l'État, d'une violence grandissante. Deuxième vidéo, c'est celle qui a été prise à Grenoble. Elle a beaucoup tourné également sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Le doute subsiste sur son auteur, hypothèse d'une vidéo amateur ou d'une démonstration de force volontaire de la part des dealers dans cette ville de Grenoble. Bruno Pomar, vous êtes ancien policier du RAID. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on verra encore comment authentifier exactement ces images-là, mais le reflet général dans la société, qu'est-ce qui se passe en 2020 qu'il n'y avait pas en 2000 ? Écoutez, le défi de l'autorité, c'est clair. On le voit avec une grande majorité, enfin une majorité de la jeunesse, c'est un peu fort comme mot, mais je crois qu'on a perdu les bases de l'éducation dans notre société. C'est clair, moi, vous savez, je suis depuis 30 ans dans l'éducatif, j'y étais encore hier et j'y serai encore demain avec des jeunes des quartiers, et je m'aperçois que c'est de plus en plus compliqué de travailler avec ces jeunes-là et de leur inculquer les bonnes manières, je dirais. Beaucoup de commissaires de police qui ont au téléphone cet après-midi disent, en réalité, beaucoup ne sont pas des méchants, mais ils n'ont même pas conscience souvent
des condamnations, même pas conscience du passage à la violence. Il y a une espèce de continuum naturel. Oui, d'impunité, de banalisation même, hein, c'est clair. Et on le voit d'ailleurs, encore une fois, ça part de l'éducation, c'est clair et net, parce que la police ne pourra pas faire éternellement le travail des parents. Mais encore une fois, je pense que la sanction, encore une fois, a valeur d'exemple. Et si on ne traduit pas ces jeunes, ce qu'on voit actuellement sur vos images, de façon très forte en termes de justice, on n'en sortira jamais. La justice a des problèmes et des questions à se poser, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un désabusement chez les policiers eux-mêmes? En réalité, souvent, il y a deux discours. Face à la caméra, ils disent « appliquons la loi ». Hors caméra, ils vous disent de toute façon, ça ne sert à rien. La prison, que ce soit peu, beaucoup, tout de suite, plus tard, ça ne servira à rien. Oui, mais encore une fois, l'impunité. Je pense que les policiers restent encore motivés. Il y a beaucoup de jeunes policiers qui restent motivés, des BAC, des compagnies de sécurisation d'intervention, etc. Tous ces gens-là restent motivés, mais effectivement, le résultat judiciaire n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les policiers. Et encore une fois, quand je dis la sanction à valeur d'exemple, c'est quelque chose de fort et à imprégner évidemment sur cette population-là. C'est essentiel, je pense. Alors, il y a un aspect de sentiment général, il y a un aspect chiffré. 234 maires agressés depuis le début de l'année, plus 14% en un an. Une partie de la population demande des comptes sur le sujet. On l'a vu lors de déplacements récents de Jean Castex ou de Gérald Darmanin, on va l'entendre. Ce que je vous demande, c'est je sais que c'est pas facile pour le trafic de drogue. Nous, ça nous pourrit la vie. Et moi, j'en peux plus. Je veux partir de ce quartier-là. Parce que ça n'arrête pas, les incivilités. Je n'ose plus sortir. On a peur. C'est des sauvages. Ils sont venus chez nous et barricadés avec des poubelles. Il fallait taper pour pouvoir entrer. On se sent abandonné. Bruno Pomar, combien d'années de police ? 36 ans. Alors, j'ai fait de belles années au RAID, évidemment. J'étais CRS aussi, mais je n'ai pas connu, effectivement, ces mouvements de violence que nous connaissons actuellement. Donc, c'est vrai que la société a totalement changé et qu'il est temps qu'on se reprenne. Regard d'un policier qui a traversé tout ça, dans la maison police, ça a changé ? Ah ben complètement. Et dans la maison police et dans la société, dans ma vie de citoyen de tous les jours, puisque je suis acteur associatif très très engagé auprès des jeunes de quartier, je me dis qu'on a perdu pas la guerre encore, mais une bataille. Précisons bien les positionnements politiques. On l'a entendu, il y a beaucoup de politiciens de droite, évidemment, mais aussi des chevènements à gauche qui parlent d'autorité républicaine. C'est transparti, pas tous, mais très nombreux partis. Oui, alors écoutez, les politiques, on utilise des mots. N'ayant plus la force d'agir, on disserte, je dirais. C'est Jean Jaurès, je crois, qui a dit ça. À un moment donné, c'est bien les mots, la République, etc., doit être présente dans ces quartiers, la citoyenneté, etc. Mais tout ça, ça n'apporte pas de véritables réponses sur le terrain. Je pense encore une fois que l'ensemble des politiques, mais ça dure depuis 30 ans cette affaire, et le résultat, il est de 30 ans de société qui se dégrade de plus en plus parce qu'on n'a pas vu tous les aspects de ce que représente la sécurité dans ce pays, avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect sociétal, l'aspect citoyenneté, éducative, etc. Parce que c'est difficile à palper tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On répond, et les politiques répondent en vous disant il faut toujours plus de caméras de vidéosurveillance, il faut toujours plus de bleus dans la rue, c'est-à-dire de policiers. Certes, oui, mais il y a un travail en amont qui est énorme et on ne passera pas à côté, c'est-à-dire un vrai travail sur l'éducation et les familles. C'est essentiel. Bruno Pomar, merci beaucoup. Ouvrons maintenant le chapitre qui passionne avec raison, mais on a une information qui nous parvient, c'est Nicolas Conter, mon chef d'édition, qui me le signale. On a peut-être ces images. Gérald Darmanin qui a tweeté tout à l'heure. L'opération de police est en cours dans le Mistral à Grenoble. Merci, je cite, aux effectifs mobilisés pour imposer l'ordre républicain, le seul qui protège. Aucun doute ne doit subsister. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. Ouvrons maintenant le chapitre qui passionne avec raison, les familles notamment, les entreprises, c'est le chapitre des masques, notamment des prix des masques. L'usage va se généraliser de manière massive au travail, à l'école notamment, le masque et les questions, en particulier la question de la gratuité. Jean Castex s'est exprimé tout à l'heure à ce sujet. Il n'y a pas de défaillance de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va payer des masques à des familles qui n'en ont absolument pas besoin. Les lycéens et les collégiens, il y en a quand même un bon nombre dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines qui fréquentent depuis longtemps, et pas pour la rentrée, les transports en commun. Transports en commun, le masque est obligatoire. Ces jeunes, ils prennent les transports en commun avec un masque depuis longtemps. Personne ne s'est soucié de savoir si le masque devait être gratuit ou pas. Alors comment ? Ils vont prendre le transport en commun, certains gérés par la région Île-de-France, de Mme Pécresse. Le masque n'est pas gratuit. Et alors ils vont rentrer dans leur lycée ou dans leur collège, et là les mêmes
Le masque devrait devenir gratuit. Bah, excusez-moi. Pardon, le masque, un c'est... peu de bon sens. Professeur Pittet, bonsoir. Bonsoir. Il faut bien vous représenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes l'homme qui fait autorité sur la question des masques, sur la question du gel hydroalcoolique. C'est même vous qui avez inventé cette formule qui a conquis le monde entier, qui a pris tellement de place dans nos vies depuis maintenant plusieurs mois. Révolution mondiale. Dans les trains, vous avez pris le TGV là ? Oui, tout à fait. Ouais, vous venez de Suisse ? TGV, oui. Bien sûr, je vais à Genève, oui. Est-ce que l'usage maintenant est entré vraiment dans les mœurs ? Il commence à entrer dans les mœurs. Je ne dirais pas qu'il est totalement entré dans les mœurs. Il y a encore du chemin. On voit à quel point entre les consignes que vous, professeur, donnez et puis la réalité, il y a un chemin. On va en parler. Le prix des masques, d'abord, effectivement. Oui. C'est cher pour une famille moyenne, ça représente quelque chose. Si on est très très précis, vous connaissez-vous cette économie des masques, le masque, originellement, ça vaut combien, un masque ? Alors le masque, bon, j'en ai un ici, là. Ouais. Ce masque-là, qu'on appelle le masque chirurgical ou le masque de soins, on le payait dans les hôpitaux en décembre dernier 1 centime d'euro. Et aujourd'hui, certains hôpitaux le payent 1,30 €. On voit la formidable surenchère. Est-ce que ça représente pour des familles ? Parce qu'en réalité, pour chaque personne qui va au travail, il faudrait combien de masques par jour ? Il en faudrait 3 idéalement, je dirais au minimum. Ouais. Normalement, ce sont des masques à usage unique, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas jouable. Donc en fait, il en faudrait 3, au moins 1 pour le matin, 1 l'après-midi et puis peut-être un autre. Ce serait un minimum. Alors si on fait fois un conjoint, fois une petite famille, fois une semaine, etc., tout le monde peut faire le compte. La gratuité, ça peut être dans bien des cas un secours. Ah, certainement. Après, on peut encore discuter des masques réutilisables et lavables. Et, enfin, c'est toute une stratégie qu'on peut également mettre en place. Le masque en tissu, ça peut être aussi utile qu'un masque en papier ? Ça peut être bien entendu aussi utile, mais le masque en tissu, la grande différence, c'est qu'il ne vous protège pas. Il est fait pour protéger autrui. Et comme on dit toujours, si chacun d'entre nous porte ce masque en tissu, j'en porte un pour vous protéger, vous en portez un pour me protéger, le concept peut fonctionner parfaitement. Vous avez aujourd'hui un rôle politique au sens général en France. Vous êtes président de la commission d'évaluation indépendante de l'action de l'État sur le Covid. Pour l'instant, est-ce qu'on peut porter un regard général ? Hier et avant-hier, des mots ont été prononcés. Certains ont dit le gouvernement a la trouille, il tremble, c'est trop gros. Le risque d'une deuxième vague fait tellement peur. Quel jugement vous portez ? Écoutez, je crois que pour l'instant, par rapport au travail dans le contexte de la commission qui nous a été confiée par Emmanuel Macron, je ne peux pas vous donner d'informations parce que nous sommes en train de travailler, il y a beaucoup de travail. Mais par contre, on voit qu'en effet, la situation actuelle mérite une réponse et mérite des ajustements de cette réponse. Et je crois que c'est la réalité dans le monde entier. On doit ajuster, on doit s'adapter à la situation. Il faut reconnaître que nous ne savons pas tout et il faut évoluer avec ces connaissances qui évoluent également. Vous faites partie des modérés, vous n'avez jamais été ni dans le camp des alarmistes, ni dans ceux qui rassuraient en excès. Mais le moment où on est, comment vous le définissez ? Il y a ces débats d'experts, première vague, deuxième vague ou non, etc. Le regain, c'est sûr. Alors clairement, oui, clairement. Mais il est aussi lié au fait que le test est pratiqué très largement. Donc le nombre de cas augmente. C'est tout à fait attendu. Et par contre, pour l'instant, le nombre d'hospitalisations n'augmente pas, puisqu'au fond, on le sait, c'est plutôt les populations jeunes qui sont documentées par ce test et chez lesquelles, évidemment, le virus est transmis beaucoup plus facilement. Enjeu majeur, ce sera dans les écoles, dans les entreprises, dès le 1er septembre. Dans les écoles, enjeu capital. On va écouter Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, notamment sur cette question de la rentrée. On aura de temps en temps, des contaminations à l'école. Ouais. Donc, ils vont soulever le problème. Ça va faire du buzz, vous allez en parler dans les médias. Et so what ? On sera capable, 1, de diagnostiquer, 2, de les isoler, 3, de fermer éventuellement provisoirement une classe, pas de fermer l'école. Il faut que la machine scolaire continue. Alors, on commence à comprendre ces paradoxes. On dit qu'il faut limiter la circulation du virus et en même temps on dit il faut que ça circule quand même, notamment un peu dans les écoles. Oui, le virus, il est endémique. On doit vivre avec ce virus. Il ne va jamais disparaître. Et il faut que ce qu'on appelle l'immunité de population ou l'immunité de groupe, c'est-à-dire que nous développions tous des anticorps contre ce virus. Et pour cela, il faut que ce virus soit en circulation. Évidemment, il faut essayer d'éviter
que les personnes vulnérables soient atteintes par le virus, mais on ne peut pas vivre sans ce virus. On se rappelle, la première notion du confinement, c'était vraiment fait pour empêcher l'engorgement des réanimations. Oui. C'était pas fait pour empêcher toute circulation du virus. Non, pas du tout. Il y avait personne, aucune nation, aucun scientifique n'a prétendu qu'on pourrait empêcher la propagation de ce virus. Il s'agissait de protéger les systèmes de santé, de protéger les vulnérables, parce qu'on l'a vu, lorsque les États n'ont pas réussi à protéger ces systèmes de santé, ça a été catastrophique. Dans les vérités un peu crues, qu'on hésite parfois un peu à dire, parce que voilà, c'est sensible, le fait que, oui, c'est bien qu'un grand nombre de gens, pas les plus fragiles, mais et le virus, c'est vrai. Il faut que cette immunité de population monte. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 5 à 10% selon les régions. Dans le Grand Est de la France, certainement un tout petit peu plus élevé, mais dans les régions qui ont été peu touchées, de l'ordre de 3 à 4%. Et ça veut dire que ce qui reste au virus, c'est un terrain de jeu de plus de 80-85% de la population. Donc ça veut dire que cette population n'a pas d'anticorps, le virus ne peut que circuler, et seules les mesures barrières sont là pour essayer de limiter la circulation de ce virus. Autre réalité sensible, est-ce qu'il est vrai que la surmortalité, c'est très difficile à voir parce que les grippes saisonnières, il faut les attendre. Il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent maintenant, mais qui seraient mortes de toute manière. Absolument. On appelle ceci, et c'est détestable comme terme, l'effet de Fauche. Ouais. C'est-à-dire que le passage du Covid a entraîné une surmortalité qui est tout à fait nette, il n'y a absolument rien à dire. La mortalité globale de Covid est autour de 1%, c'est-à-dire 10 à 100 fois plus qu'une grippe habituelle ou qu'une mauvaise grippe. Et donc, ces personnes âgées qui sont décédées au cours de ces derniers mois, peut-être qu'elles seraient décédées en automne, voire au printemps prochain. Et c'est ce qu'il faudra regarder sur les chiffres de surmortalité. Mais surmortalité, il y a eu, c'est indéniable. On entend déjà des voix de ceux qui, peut-être, au printemps 2021, diront « mais on a fait tout ça pour ça, alors qu'il y a relativement peu de surmortalité par rapport à ce que certains disaient ?» Alors peut-être que ces voix-là parleront, mais en effet, ça, ce ne sont que des statistiques, ce sont que des pourcentages. Mais quand dans ces pourcentages, il y a votre père, votre mère ou vos grands-parents, évidemment, ça n'est plus des pourcentages, c'est beaucoup plus triste. On ne peut pas vous avoir sur ce plateau sans vous parler du gel hydroalcoolique, invention extraordinaire qui a conquis le monde. Il y avait vraiment d'abord une idée de génie toute simple, la composition d'un gel. Vous avez, j'en ai un aussi, oui. Ah bah oui, c'est votre porte-bonheur, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à partir d'une idée toute simple, c'est de l'alcool, mais on a rajouté un ingrédient qui fait que c'était davantage. Oui, c'est de l'alcool, un peu d'eau, et puis on a rajouté au fond un équivalent de glycérine. Et dans celui-là, celui qu'on a préparé pour en donner la recette à l'Organisation mondiale de la santé, c'est de l'alcool, de l'eau et de la glycérine, c'est tout simple. Si on est puriste, et là aussi il faut être très précis, c'est comme les masques, il y a des questions très précises. Regardez la composition, par exemple le degré d'alcool, ça compte. Il y a des gels moins bons que d'autres. Les gels avec un faible degré d'alcool, ça marche moins bien. Absolument. Il faut avoir entre 60-70%, 80% selon le type d'alcool dans le gel. Et puis, au fond, il y a une façon de regarder. Ils remplissent les normes européennes. Ceux qui remplissent les normes européennes ont une efficacité microbiologique. Vous auriez pu être milliardaire en commercialisant cette formule, parce qu'il y avait toute la stratégie de diffusion des hôpitaux, etc. Vous l'avez donnée à l'OMS. Oui. Alors ça reste une marque de fabrique pour vous qui restera toujours. Oui, peut-être, probablement, mais évidemment, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Ouais. Ce doit être un bien commun. Ce devrait être gratuit. Ça doit être le moins coûteux possible parce que ça doit faire partie de notre existence de tous les jours. J'en suis pas l'inventeur, j'en suis le diffuseur au niveau des hôpitaux et aujourd'hui du monde entier. Et c'est tant mieux et on aura l'objectif de sauver des vies et on a l'objectif de le faire et je crois que c'est important de le rappeler. Histoire de méritocratie, vous étiez issu d'une famille modeste, très modeste. Vous êtes devenu un des plus grands professeurs. On doit beaucoup à ses parents dans ces cas-là. Oui, on doit tout à ses parents, je crois. En tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ce qui est de mon cas, c'est très clair. Il y a une forme de conscience personnelle qui est très importante dans toute cette affaire, dans le masque, dans l'usage du gel. Vraiment, chacun doit prendre sur soi. Et là encore, on l'a beaucoup entendu, mais c'était un des principales voix de la journée. Jean Castex s'est prononcé tout à l'heure. Écoutez. Le masque est extrêmement utile. Et à la limite, s'ils ne le croient pas pour eux-mêmes, parce qu'ils se pensent invincibles, qu'ils pensent aux autres, à tout ce personnel médical et paramédical que peut-être les mêmes ont applaudi pendant des mois. J'appelle à l'esprit de responsabilité. On est dans une démocratie, madame, monsieur, j'y tiens.
la démocratie, c'est la responsabilité des citoyens. Voilà, la responsabilité de chacun dans le port du masque. Didier Pittet, je vous présente Samira El-Gadir. Bonsoir, plaisir. Dans cette émission, elle parle du vrai et du faux d'Internet. Passion autour des masques, débat vraiment sur la gratuité, mais pas seulement avec toutes les rumeurs du net. Tous les complotistes sont lâchés. On va tester sur un des meilleurs spécialistes trois rumeurs. Allons-y. La plus connue, quelle est-elle ? La plus connue, en tout cas celle qui a été très répandue cet été, c'est que les masques seraient inutiles, ils seraient inefficaces. Je vous propose de regarder avec moi un schéma. Donc il a été publié sur Facebook le 20 juillet dernier. L'auteur affirme que les mailles du masque chirurgical sont trop larges et qu'elles ne pourraient pas retenir du coup le virus qui lui est beaucoup trop petit. Il nous donne d'ailleurs, il nous fait un petit calcul, l'auteur. Selon lui, chaque maille laisserait passer 30 virus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non, absolument pas. Ces masques sont largement testés. Je suppose qu'on parle du masque, celui qu'on connaît le mieux, qu'on teste le plus. Ce sont des masques qui sont testés pour leur capacité d'être imperméables, pour leur capacité de filtration et pour leur capacité d'absorption, parce qu'il y a 3 couches dans ces masques. Et ça, ce sont des dires qui sont totalement faux. Et ça a été bien prouvé. Maintenant, ils ne protègent pas à 100%, bien entendu. Ça n'est pas possible. Donc, contre toute une série d'éléments et de particules fines, on n'aura pas 100% de protection. On estime environ 95%, ce qui est déjà très très bien, et largement suffisant pour prévenir ce qu'on appelle les gouttelettes ou les postillons par lesquels ces virus se transmettent. Il y a bien d'autres rumeurs, Samira. Oui, exactement. Donc la deuxième idée, c'est que le masque ne serait pas complètement hermétique, justement. Donc là, je vous propose plutôt une photo. Elle a été partagée plus de 10 000 fois sur Facebook. L'idée, donc voilà, il y aurait des fuites. Elle n'est pas hermétique. Le masque n'est pas hermétique. Pour le prouver, vous le voyez, l'auteur a utilisé de la poussière de plâtre. Il s'est aspergé le visage avec. Donc là aussi, est-ce que c'est possible et est-ce qu'il y a un risque, en fait ? Bien entendu, parce qu'ils ne sont pas faits pour être hermétiques, précisément. Ceux qui le sont, c'est un autre type de masque. Mais il n'y a absolument pas besoin d'un masque hermétique, comme on l'entend dans le grand public, pour être protégé contre le virus dont on parle, le Covid. Quand même, sans donner... C'est toujours intéressant de voir chez les complotistes la petite part, parfois, de questions qui peuvent exister. Vous êtes dans un avion, à côté de quelqu'un, chacun porte son masque, mais la personne éternue tous pendant tout le voyage. Ça circule, ça peut même passer là ou non ? Alors, le virus en lui-même, lui, ne pourra pas passer à travers le masque. Par contre, si le masque n'est pas parfaitement placé sur le visage, en effet. Voilà, mais le talc qui a été utilisé là, ce sont des particules beaucoup plus fines. Et évidemment, toute la question est là, c'est de savoir comment le masque était appliqué sur le visage. Le masque n'est pas hermétique, mais il est important de bien l'installer, il faut le mettre comme bien il faut. placer. En dessus du nez, en dessous du menton, ça n'est pas pour rien. Ce qu'on fait dans les entreprises, beaucoup de gens qui le mettent comme ça. Parce que ça sert à rien, on a bien compris. Troisième rumeur. Troisième rumeur, le masque pourrait représenter un risque pour notre santé. Donc ça, c'est quand même très très répandu cet été sur les réseaux sociaux. On a fait pas mal de chroniques d'ailleurs là-dessus. Je vous propose, alors il y a des dizaines de publications, mais j'ai choisi celle-ci parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on reproche au masque, notamment que le masque diminuerait nos apports en oxygène, il rend la respiration plus difficile, et ça c'est de loin la théorie la plus répandue. Et le masque pourrait aussi favoriser l'inhalation des toxines, c'est-à-dire des bactéries qui resteraient coincées dans le masque. Est-ce que ça aussi c'est possible ou pas ? Ça c'est totalement faux. Totalement faux, bien entendu. Il y a certains types de masques, mais qu'on n'utilise jamais dans la population, chez lesquels on peut avoir des problèmes, mais on n'a même pas besoin d'en parler ici. Ces deux rumeurs-là sont totalement fausses. Il est évident, et on le sait, parce que les soignants qui portent ces masques tout le temps n'ont jamais ce type de problème. Cette impression quand même qu'on a de respirer son propre air. Vous sucez un bonbon au menthol, vous sentez le menthol. Alors c'est vrai. Les gens ont l'impression, ils disent j'ai mal à la tête après une journée. Tout à fait. Dans ce cas, mal à la tête, ça c'est peut-être une autre question. Mais c'est vrai que quand on porte un masque, c'est un peu plus désagréable. Quand on porte des lunettes, ça fait de la buée sur les lunettes. Tout ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais disons, jusqu'à pousser les théories à inventer ce sorte de complications ou d'effets secondaires, je crois qu'il faut... C'est vraiment largement exagéré. On vous retrouve dans un instant. Samira, professeur Pittet, merci beaucoup. On est deux Suisses entourés de Français ici. Il y a un code, je peux vous dire, un code suisse, c'est un gel de la Copé, par exemple. Ça, seul un Suisse peut comprendre ça. Exactement. Depuis 80, 95. Voilà. Didier Pittet, puisque vous êtes l'homme qui, faites-nous la démonstration. C'est quoi ? Combien de secondes pour vraiment Alors, écoutez, selon la forme canonique. Canonique. Darius, ce sera allé trop long. Alors, canonique, c'était un peu allé trop long. C'est très simple. On verse une quantité qui est
2 millilitres, 2 à 3 millilitres. Et puis on fait volontiers les pointes de doigts d'abord, comme ça coule moins et on est encore plus efficace. Puis ensuite, on fait en sorte, en se frottant les doigts comme cela, de couvrir au fond toutes les surfaces de la main. Et puis, une fois que les mains sont sèches, bien, elles sont propres. Et puis, c'est tout simple. Il y a deux partisans, les poignistes et les anti-poignistes, ceux qui remontent comme ça sur le poignet ou non. Oui. Alors, on est des anti-poignistes parce que si on finit par les poignets, eh bien, on se contamine les mains à la fin. Et c'est ce qu'on a pu démontrer en laboratoire. Et c'est la technique qui est utilisée maintenant dans le monde entier, dans les hôpitaux. Une précision tout helvétique et un grand professeur, on parle notamment beaucoup, vous souhaite le prix Nobel. Merci beaucoup, Didier Pittet, d'avoir été avec nous en direct. Merci. Un vrai plaisir. Merci Samira, on retourne dans un instant et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans quelques minutes avec Raphaël Enthoven, notre invité. Et voici l'invité du grand entretien du jour, c'est Raphaël Enthoven. Bonsoir. Bonsoir Darius. Pour vous présenter, il y avait une petite hésitation sur le synthé, on disait essayiste, philosophe. J'avais presque envie de dire aujourd'hui polémiste. Est-ce que je dirais pas polémiste, non, parce que le travail... Je suis prof de philo. Ouais. Je suis resté prof de philo depuis longtemps, on ne se refait pas dans ces cas-là. Et le travail qui est le mien quand il est dans la sphère publique consiste à dissiper les polémiques, mais à partir du principe que les gens font la paix quand ils se disputent sans s'engueuler. Donc, ce n'est pas de la polémique que je cherche. Il demeure qu'il y a les enthovenistes et les anti-enthovenistes. Il faut aller sur Twitter, c'est féroce dans les deux camps. D'un mot, ne perdons pas d'audience. Si on veut retenir les anti-enthovenistes qui vous laissent votre chance, vous expliquez jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je les aime, ce sont mes adversaires, pas mes ennemis. Ouais. Voilà. Vous pouvez avoir là-dedans très dur. Je donne quelques exemples. Oui. Didier Raoult, un charlatan qui se prend pour Dieu. Oui. Greta Thunberg, une arnaque, une enveloppe vide. Sens de la formule, ça qu'on vous creuse, oui, voilà. Ce que j'ai dit, oui. Écriture inclusive, négationnisme vertueux. Oui. Ah, rien qu'avec ça, vous faites quand même un par ennemi. Les écologistes, les raoultistes, les partisans de l'écriture inclusive, voilà, ça fait beaucoup d'ennemis. On a l'impression que vous avez évolué. Vous étiez philosophe, grand, très érudit, pasteur de philosophie, notamment des émissions de radio, etc. Et aujourd'hui, cette jubilation à porter le fer, pourquoi ? C'est biographiquement, si j'ose dire, il y a 5 ans, j'ai changé de crèmerie, je suis passé de France Culture à Europe 1. Et quand on passe de France Culture à Europe 1, on entre dans les réseaux sociaux, on entre dans l'arène, et si on continue de réfléchir, et j'ai eu toute liberté pour le faire là-bas, si on continue de réfléchir, on le fait néanmoins dans un cadre qui est celui de l'actualité, dans une arène. Et vous aimez ça ? C'est pas que j'aime ça, c'est que quand on entre dans les réseaux sociaux, on découvre dans les réseaux sociaux, si vous voulez, pour quelqu'un que la mauvaise foi fascine, aller sur Twitter, c'est comme aller à la maison de la truffe, si vous voulez, ce qui ne m'arrive pas. C'est plus facile d'aller sur Twitter. C'est-à-dire qu'on a sous les yeux le caviar d'une telle mauvaise foi que c'est assez addictif, oui, bien sûr. C'est meilleur que du caviar, oui. Il y a un propos général entre toutes ces polémiques, c'est l'idée que vous donnez de 2020 qui est extrêmement sombre. Vous faites souvent la comparaison avec Orwell, 1984, l'idée qu'il y aurait une sorte de ministère de la vérité qu'on voudrait imposer. Précisez votre pensée. Ça veut dire quoi ? C'est très important. Même le mot totalitaire parfois. Bien sûr, bien sûr. Le premier à l'avoir formulé, c'est Tocqueville. Au XIXe siècle, il dit « Je vois poindre une sorte de despotisme sournois. La chose est nouvelle et nous n'avons pas encore le mot qui permet de le définir. » En fait, il pense à la tyrannie de la majorité. Et Orwell, en un mot, c'est très simple. Le ministère de la vérité, en général, on brandit l'image de 1984 et du ministère de la vérité dès qu'un gouvernement grogne sur des fake news. On se dit, voilà, l'État veut nous imposer l'information. Ceux qui disent ça n'ont pas lu Orwell. Le ministère de la vérité ne s'occupe pas de l'information. L'info, il n'y en a pas à Océania. En revanche, il s'occupe de la mémoire. Il façonne la mémoire. C'est ce que les dirigeants d'Océania appellent la mutabilité du passé. L'enjeu est très simple, c'est de réécrire l'histoire au gré des besoins du présent. Donc Eurasia, qui est un ennemi héréditaire, peut le lendemain devenir l'allié de toujours, au gré des besoins du présent. Or, nous vivons une époque tout à fait présentiste, qui ne cesse de faire passer le passé au tribunal des valeurs qui sont celles du présent. Donc c'est un monde parfaitement anachronique et orwellien en ce sens. Ça nous amène à la controverse du jour sur le mot nègre, gommé du titre d'Agatha Christie, les 10 petits nègres qui deviennent « Ils étaient 10 ». Pour vous, c'est l'illustration de ça ?
Oui, et avec une dimension misérable supplémentaire qui est l'argument selon lequel c'était la volonté de l'auteur dès 1940. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça s'appelle dans les autres pays. Comme si la décision en 2020, à une époque où on déboulonne des statues, où on débaptise des rues et des lycées, de changer le titre d'un classique de la littérature au nom de je ne sais quel bon sentiment totalement suranné en l'occurrence, était en réalité la conformation tardive au désir de l'auteur il y a 80 ans. C'est ridicule, c'est une arnaque. Le résultat est monstrueux. C'est comme si demain matin on publiait, je sais pas moi, Le Rouge et le Racisé de Stendhal, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Dans le sens de l'info, l'histoire expliquera comment ce mot nègre est paradoxal, même des Noirs l'ont revendiqué. Bon. Mais on prive le nègre du retournement du stigmate, si j'ose dire. On en parlera, mais Raphaël Antoine, quand même, si on reste au bon sens élémentaire, si vous êtes noir, que vous entrez dans une librairie, que vous voyez le titre nègre, ça fait pas plaisir, franchement. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Évidemment, mais enfin, et que c'est un problème. Mais enfin, si vous êtes noir et que vous voyez un livre de Senghor sur la négritude ou une anthologie de la poésie nègre et malgache, vous faites quoi? Vous brûlez le livre? Le mot est péjoratif quand même. Le mot est péjoratif, mais il a été. Qu'est-ce qu'on fait de la négritude? Qu'est-ce qu'on fait de John Lennon qui dit "Woman is the nigger of the world"? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est un blanc qui le dit. Qu'est-ce qu'on fait des anthologies nègres? Qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation du mot nègre par Jean-Paul Sartre dans la préface à une anthologie de poésie? Est-ce que justement, vous ne sous-estimez pas la force de ce genre de mots? Il y a ce texte superbe d'Albert Cohen, je crois que c'est 1904 ou 5, il a 10 ans seulement, et puis un marchand lui dit « Ah oui, toi, tu as l'air d'un youpin », et ce mot youpin transforme sa vie, parce que à l'époque, il était convenu dans une sorte de bourgeoisie un peu antisémite. Que ça allait de soi. Ça allait de soi. Oui, et puis à un moment donné, on dit non, on ne peut pas le dire. Et tant mieux qu'on le dise aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais parce que l'époque où, en 1910, il allait de soi de dire youtre et youpin en parlant des juifs, et même amicalement, affectueusement, etc., n'a rien à voir avec l'époque où nous vivons, où il est interdit d'acheter des têtes de nègre dans une boulangerie, si vous voulez. C'est pas du tout le même endroit. Quelle est la différence? La différence, c'est d'abord que c'est le problème de l'époque. C'était un racisme vertical, c'est-à-dire qu'on considérait, on avait acté ou intériorisé l'infériorité d'une race sur une autre. On ne savait pas que le mot de race n'avait aucun sens. Bref. Vertical ou horizontal, le racisme ne fait jamais plaisir. Hein. C'est vrai, mais à l'époque, il était vertical au sens où il était hiérarchisé. En l'occurrence, désormais, le racisme est paradoxalement horizontal, c'est-à-dire que désormais, l'antiracisme lutte contre le racisme en reproduisant des dispositifs qui relèvent de la ségrégation. Et tout le problème est de pointer ce racisme paradoxal, ce racisme vertueux, et ce travail-là. Si vous voulez, on ne peut pas lutter contre un mouvement comme ça. Vous ne pouvez pas lutter contre des gens qui ont bonne conscience. Vous ne pourrez jamais les convaincre. Mais on peut nommer le malentendu. Est-ce qu'il faut lutter? Il y a des époques avec des opinions dominantes. À un moment donné, les chrétiens, avant ça, il y avait les païens. Ça change. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de communion dans la sensibilité d'un temps qui n'est pas forcément mauvaise? Ce qui est mauvais, c'est l'unanimisme. Ce qui est mauvais, c'est l'unanimité. C'est la disparition de la dialectique. C'est l'écrasement de l'opinion dissidente. Donc, quel que soit le discours majoritaire, si le discours majoritaire se conduit en tyran et décrète qu'il y a du convenable et de l'indicible, alors c'est l'enfer. Et c'est ça l'ennemi. Ça a toujours existé. Les convenances bourgeoises... Ça a toujours été l'ennemi. Ça a toujours été l'ennemi, sauf qu'en démocratie, c'est particulier. On a changé d'époque. Le totalitarisme était préempté par un système politique quand on vivait dans un régime monarchique, par exemple. Enfin, même si là encore c'est différent, mais la dictature, quand on vit en dictature, on n'a pas le temps de se poser la question de savoir de quelle façon on va être libre. Quand on vit en démocratie, on peut tout à fait s'intéresser aux abus de liberté qui deviennent liberticides. Si on élargit encore le champ, est-ce que vous ne résistez pas face à une pulsion identitaire, parfois négative, parfois positive, partout dans le monde? On a l'impression... Anne Sinclair était à votre place avant-hier, elle disait, moi je suis une universaliste, mais je sens bien que l'identité pousse partout. Les Russes sont pour l'identité, les Chinois sont pour l'identité. Pendant longtemps, vous savez, après la chute du mur, on s'est demandé ce que serait la prochaine peste. Il n'y avait plus la peste communiste, il n'y avait plus la peste nazie, on se demandait ce que serait la prochaine peste. On peut l'identifier, c'est l'identitarisme. C'est un identitarisme transcourant qui identifie la couleur à une opinion et qui récuse toute adversité ou qui discrédite ou disqualifie d'emblée toute adversité comme l'expression du ressentiment. L'ennemi, c'est ça. Ça va être ça. Le fascisme qui vient, si j'ose dire, j'aime pas tellement employer ce mot qu'on met à toutes les sauces, mais disons, le totalitarisme qui vient, la tyrannie qui vient, qui monte, c'est celle-là
qu'elle l'emporte, qu'elle soit puissante parce qu'elle est portée par des gens qui ont bonne conscience et qui croient sincèrement lutter pour l'égalité en reproduisant des dispositifs discriminants, ne m'empêche pas de lutter contre. Je vous repose la question, peut-être différemment du noir qui entre dans la librairie. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'empathie? Parce que, évidemment, si tout va bien, on est peut-être moins sensible. Mais si on est petit et qu'on se moque des petits, si on est gros et qu'on se moque des gros, si on est noir et qu'on se moque des noirs, évidemment, c'est très différent. L'humour est différent. Je sais qu'il faut rire de tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous un manque là d'empathie? Non, il y a un manque de mépris chez moi. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de mépris pour les gens pour considérer qu'ils sont incapables de comprendre que Les 10 petits nègres est un classique où il n'y a aucun élément de racisme. Je n'ai pas assez de mépris pour les gens pour considérer qu'un musulman, par exemple, est incapable de faire la différence entre l'humour et le blasphème. Il faut mépriser les gens, il faut les minorer, il faut les écraser, il faut leur marcher dessus pour les croire incapables de faire la différence entre le racisme et Agatha Christie. Je n'ai pas ce mépris-là. Ça n'a rien à voir avec l'empathie, Darius. Ça n'a rien à voir avec la possibilité de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Je suis, comme tout le monde, d'ailleurs, un enfant du combat antiraciste, sauf qu'à l'époque, on luttait pour l'égalité. On luttait pour l'égalité et on luttait pour l'indifférenciation des couleurs. On ne luttait pas pour des revendications communautaires. Raphaël Enthoven, vous êtes aussi romancier et vous faites événement. C'est nouveau, ça. Ce livre, Le temps gagné, dont il faut parler, avec beaucoup de surprises. Moi, j'ai découvert des choses qui m'ont beaucoup étonné. Moi, j'ai jamais vu les films de Rocky, par exemple. Vous n'avez jamais vu les films de Rocky? Non, je suis désolé. Et Rocky est un personnage, je ne sais pas si on peut avoir une référence visuelle pour ceux qui ne seraient pas des bonnes années. Voilà. Ça, c'est Rocky 6, ça, c'est la fin, ça. Hein. Pardon, j'avoue qu'entre Rocky et Raphaël Enthoven, vous m'auriez demandé a priori, je ne vous aurais pas dit. Et il est très présent dans le livre. Il est omniprésent. Pourquoi ? Omniprésent parce qu'il est une leçon de courage permanente. Il est le grand frère qui est à la mesure du narrateur. Zorro, Superman, Spider-Man, tout ça, c'est hors d'atteinte. Rocky, c'est un brave gars, c'est un boxeur à la retraite quand on le prend au début, qui fait des pompes et qui finit par gagner contre des gens plus forts que lui. On s'identifie tout de suite. On a entendu le générique en mémoire de Proust. Ouais. Il parle comment, Rocky ? Ça, c'est autre chose. Ah oui. Je le réserve. C'est la différence entre le privé et l'intime. Ouais. Il y a beaucoup d'intime là-dedans, mais vous n'aurez pas de privé. Il y a beaucoup d'intime, effectivement, et l'intime, forcément, fera beaucoup de bruit. C'est le récit de votre propre vie. Vous dites bien entièrement imaginé et entièrement vécu. Oui. Beaucoup ont l'impression que vous réglez beaucoup de comptes avec beau-père, ex, personnes connues. Il y a un beau-père, surtout, qui n'est pas très favorisé. D'abord parce qu'il est violent, il vous gifle. Oui. Beaucoup. Oui, alors, il y a ce que j'ai vécu. Il y a ce que j'ai vécu dont on ne peut pas faire le tour et dont aucun récit ne peut faire le tour. Il y a ce que je suis capable d'extraire de ce que j'ai vécu et qui se trouve là et qui, malgré tout, relève d'une transposition. Donc, c'est pas par coquetterie si je dis le narrateur ou le personnage, si vous voulez. C'est Proust, c'est l'éternel Proust. C'est pas tout à fait moi, malheureusement. J'y peux rien, j'ai pas réussi. Ça, c'est pas possible. Mais le fait est que c'est un enfant qui est formé par la violence. C'est un enfant qui est formé par la violence et par une violence perverse, c'est-à-dire par une violence qui se vit elle-même comme l'application de la loi ou qui se présente comme une nécessité devant les forfaits dont l'enfant se rend coupable. Et cette violence-là le structure à la seconde où il arrive à s'en extraire et à la comprendre. Petite parenthèse qui nous ramène au début de la discussion. Mais ce n'est pas le livre d'une victime, c'est ça que je veux dire. Il se trouve que le beau-père est une figure de la gauche intellectuelle très bien pensante et en même temps il a cette face. Il y a des passages assez durs sur lui parce que vraiment non seulement il gifle, mais enfin il est moralement un peu contestable. Ça c'est une illustration souvent de l'hypocrisie, à droite comme à gauche d'ailleurs elle existe. Non, c'était pas en ce sens-là que c'est pas là que je parle d'hypocrisie. Moi, je parle d'hypocrisie dans ce livre au moment où je parle de ce que j'appelle le socialisme, c'est-à-dire le oui d'accord, mais enfin tout de même. Ah oui d'accord, Marx a dit des choses épouvantables, mais enfin tout de même c'est important. Oui d'accord, la guerre c'est horrible, mais enfin bref, on était socialiste, si vous voulez, exquise pondération avec laquelle on ne peut pas être en désaccord. Et c'est cette façon de penser sans prendre de risques, tout en se donnant bonne conscience, à l'intérieur de laquelle je suis né. Et où j'ai vécu et où le narrateur a grandi, qui peut, à un certain moment de la vie, faire l'objet de l'examen. Enfin, je ne veux pas entrer dans l'acide de votre vie privée, c'est assez compliqué. Il faudrait presque faire une sorte d'arbre des relations sexuelles, sentimentales, voilà. Oui. Père connu, beau-père connu, ex connu, deuxième ex extrêmement connu. Vous avez dit tout à l'heure, pardon Darius, vous avez dit tout à l'heure que je réglais des comptes, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous rendez des coups, même 30 ans après, vous ne réglez pas des comptes, vous vous défendez. Les coups qu'on reçoit... Ça c'est Rocky. Mais bien sûr. Les coups qu'on reçoit, on met parfois 30 ans à les rendre. Ouais.
Mais vous ne réglez pas des comptes à ce moment-là. Quand vous faites l'objet d'une injustice, par exemple, avec laquelle vous êtes obligé de vivre, quand vous répondez, vous ne réglez pas des comptes, vous défendez. C'est pas la même chose, c'est pas le même geste. Il y a une grande cruauté, ça me frappe. Ma mère disait, il vaut mieux pleurer dans un taxi que dans un tram. On a l'impression que chez vous, non. Vous avez l'air de dire, c'est aussi dur de pleurer dans un taxi. Vous avez une vie a priori parfumée, très bonne famille, très éduquée, très bourgeoise, etc. Beaucoup de cruauté en même temps. À aucun moment, le parfum, l'ouate d'un univers bourgeois ne fait l'économie de la violence. C'est une illusion de le croire. Il faut ne pas connaître cet univers pour croire qu'aucune violence ne s'y déploie. La violence est parfois plus sournoise, pas toujours. Mais quand elle l'est, il faut la repérer aussi. Mais c'est vous, profondément, un sens des rapports de force qui est... C'est ce que je peux dire de moi. C'est ce que je peux dire, c'est ce que j'ai pu extraire de moi, qui va peut-être au-delà de moi, qui peut-être concerne d'autres personnes, mais en tout cas, quiconque a subi une violence et ne sait pas quoi en faire, peut trouver là-dedans peut-être matière à énergie. Le temps gagné, alors évidemment Proust, vous avez signé avec votre père d'ailleurs un très beau dictionnaire amoureux de Proust, il est omniprésent dans votre vie. Le temps gagné, le temps perdu, certains disent c'est en perdant son temps qu'on le gagne, mais enfin quand même, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Le temps gagné, c'est pas simplement le fait de faire les choses plus vite. Le temps gagné, c'est à la fois le fait de vouloir brûler les étapes, aller à la conclusion en faisant l'économie de la lecture du livre, si vous voulez gagner du temps. Mais c'est aussi parfois avoir une vitesse intuitive dans la compréhension des phénomènes, un rapport, une célérité intuitive, c'est Spinoza qui dit ça. Et donc le temps gagné, c'est ça, c'est à la fois, si vous voulez, le temps désinvolte de celui qui dit n'importe quoi, c'est aussi le temps de l'intuition. Ça me ramenait à ma première question. Vous êtes un très brillant philosophe, mais quand on voit que sur Twitter... Je suis prof de philo, Darius. Oui. Vous répondez à la première attaque, vous êtes des petites non, je ne réponds pas à la première attaque. Non. Est-ce que là, vous ne perdez pas votre temps? Certains diront, vous dispersez, c'est vrai? Je ne crois pas du tout. Moi. Je crois que je n'ai jamais autant fait mon métier qu'en discutant avec des gens que je ne connais pas et en le faisant de bonne foi. Et surtout les épiphanies qui commencent à être nombreuses maintenant, de gens qui disent « Ok, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on se serrerait la main si on se voyait », sont en soi une forme de récompense ou de salaire. On couche beaucoup dans votre livre. Bien sûr, dans la vie aussi. Et vous savez très bien que beaucoup de gens les liront en disant voilà, mais qui est un tel, qui est une telle, etc. Ce sera... Qui est. Voilà. Qui est. C'est très difficile pour les gens de faire la différence entre les personnes et les personnages. Quand vous parlez des personnes publiques, ma vie est truffée de personnes publiques, donc c'est compliqué de faire la différence entre une personne et un personnage. Reste que, à mon avis, il faut la faire. Il faut la faire parce que ce que je dis là, malgré tout, n'est pas une copie du réel. J'échouerais à le faire si je le voulais. Je parlais tout à l'heure des anti-entovénistes. Évidemment, ils seront lâchés. Évidemment, ils diront c'est un peu indécent. Ils parlent de ces petits problèmes bourgeois dans les appartements bourgeois à Marrakech, on va voyager, etc. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Le livre raconte un peu l'inverse, puisque le livre décrit précisément quelqu'un qui n'a pas une enfance dorée, mais qui est un peu le fils d'un transclasse, c'est-à-dire quelqu'un qui entretient avec la célébrité, la richesse, la gloire, etc., un rapport distancié. Il est lui-même mis à distance, tout simplement parce que c'est un monde auquel on n'appartenait pas. C'est un monde dont on ne faisait pas partie. On avait nos entrées, mais on n'en faisait pas partie. On était spectateurs. On était spectateurs privilégiés, on avait des places en tribune, mais on n'était pas le spectacle. Merci Raphaël Enthoven. Merci à vous. Vous disiez bien, régler des comptes, pas régler des comptes. Le fait est que les ardoises restent avec vous, visiblement. Il ne faut pas trop pardonner? C'est pas une ardoise qui est restée. C'est une vieille. Ce sont de vieilles couleuvres qu'on n'arrive pas à digérer jusqu'au jour où on les recrache. Donc c'est pas tant une ardoise, si vous voulez, qu'une nécessité vitale. Encore une fois. Il y a toujours un moment dans la vie, non pas où on règle des comptes, mais où on rend les coups. Et les coups qu'on ne rend pas sont un poison. C'est du Rocky. Vous nous ferez c'est du Rocky. C'est du Rocky. Vous nous ferez la Warhawk de Rocky. On verra. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. Votre livre, Le temps gagné, on vous lira aux éditions de l'Observatoire. Merci. Merci, Darius. Troisième partie de cette émission, le sens de l'info, où nous amenons les éclairages, notamment de l'histoire d'Internet, mais aussi des enquêtes de fond de la presse du jour ou du lendemain. Bienvenue à vous, pendant que Raphaël Enthoven nous quitte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et d'abord, nous revenons à cette polémique emblématique sur le titre emblématique d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres corrigés. Son arrière-petit-fils l'indiquait sur RTL.
Mon avis, c'est qu'Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ses tournures de phrases. Ça a du sens pour moi, je ne voudrais pas d'un titre qui détourne l'attention de son travail. Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà trop. Et l'éclairage de l'histoire avec vous, Cyrielle Lemoine, vous signez dans Ça m'intéresse Histoire, vous êtes rédactrice en chef adjointe. On va s'arrêter un moment sur ce mot nègre, on l'évoquait avec Raphaël Enthoven, les aspects paradoxaux, évidemment très péjoratifs, parfois tendus comme un drapeau, mais enfin commençons par là quand même, en général, et depuis très longtemps, très dépréciatif. Tout à fait. On va passer sur l'origine latine, noir, tout simplement. La polémique vient du fait que, à partir du moment où la France se lance dans un empire et dans l'esclavage, donc on va utiliser la force de travail des Noirs, des Africains qu'on va déporter en masse depuis l'Afrique vers les colonies, les Antilles notamment, pour le café, le coton, le sucre. Et donc, nègre va être employé pour désigner exclusivement les esclaves. Il serait trop long de repasser en revue toutes, mais les épouvantables conneries, même de très grands penseurs, de dictionnaires très sérieux, de grands philosophes même. Oui, tout à fait. On a donc Voltaire qui considérait que les blancs, les noirs, les jaunes ne descendaient pas du même homme. Donc c'était des races très différentes. On a Kant qui considérait, lui, que les nègres d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. On ne peut pas plus péjoratif. Alors, paradoxe, il y en a beaucoup dans l'usage du mot. Les mêmes qui se veulent progressistes, qui veulent souvent aider, pense-t-il, les Noirs, sont ceux qui vont utiliser le mot nègre dans des aspects controversés. Oui, tout à fait. Là, vous faites référence au moment en 1848 où la France donc, se dote de sa deuxième République, entre dans ce nouveau régime. Victor Schœlcher va abolir l'esclavage, c'est formidable, mais au même moment, la France va se lancer dans l'aventure des colonies. Donc on va réutiliser le mot nègre pour justifier la domination des Blancs sur les Noirs. Et on voit sa statue déboulonner, c'est un de ces grands débats qui font écho à ces discussions historiques. Paradoxe toujours. Et là, on se rapproche de nous. Le mot nègre a été parfois revendiqué comme une sorte de drapeau. Il a parfois été utilisé, c'est le cas pour Aimé Césaire. Écoutez, il en parlait sur TF1. La négritude d'ailleurs, qui est un terme, c'est pas du tout un terme raciste, mais c'est le mot que l'on nous lançait à la figure, que nous avons repris comme un drapeau. Puisque nègre il y avait, et ce n'est pas nous qui avons choisi ce mot-là, nous avons dit la négritude. C'est né comme ça. Il faut bien comprendre ce qui est un peu de défi dans le mot. Mais ce que nous voulions affirmer, c'était quoi? La négritude pour nous, c'était l'affirmation d'abord d'une identité. Oui, nègres nous sommes. On me dit, est-ce que ce n'est pas dépassé tout ça? Je dis non. Il y aura une négritude tant qu'il y aura des nègres et qui pensent. Cyrielle Lemoine, évidemment, c'est très frappant d'entendre un grand penseur noir dire ça. Rappelons le contexte. On est en 1931, Aimé Césaire est un jeune étudiant martiniquais qui vient à Paris poursuivre ses études au lycée Louis-le-Grand. Il va être dans ce quartier latin très effervescent, donc beaucoup d'étudiants étrangers. Il va rencontrer notamment un étudiant venu du Sénégal, des colonies françaises, Léopold Sédar Senghor. Tous les deux vont fréquenter des salons littéraires tenus notamment par deux Antillaises, les sœurs Nardal. Et là, ils vont se demander tout simplement qu'est-ce que c'est que d'être noir. Nous qui sommes entourés de blancs, maintenant que nous avons quitté nos colonies, qu'est-ce que c'est que d'être noir? Ils vont forger ce mot formidable qui est la négritude. Et donc, l'idée, c'est d'inverser la charge. Et donc, ôter toute charge négative à ce mot-là pour le rendre positif. Chez les artistes aussi, l'usage, Joséphine Baker. Oui, tout à fait, la fameuse revue nègre. Alors, Joséphine Baker, elle utilise ses codes, elle les détourne, elle aussi, la ceinture de banane. Donc, ça, c'était les folles nuits parisiennes. On a le foxtrot, le jazz, toute cette musique qu'on appelle encore nègre à l'époque. Et rappelons alors, on se rapproche encore de nous. Aujourd'hui, ce sont les rappeurs, Booba, Karis James, 13 blocs. On va écouter quelques extraits qui illustrent. C'est chimique, les négros sont déclassés par Boko Haram, c'est cynique. La honte, négro, tu te rends compte, négro? Moi je me casse, 0 à 100, 4 secondes, négro, on me compte. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence! Musique nègre. Gardez ce week-end. On fait de la musique nègre. Je suis revenu choquer leur côté.
tape, chaud, qui est leur quota. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Ils sont là les vrais négros. On parle de tout, on vend la dos. On a la police sur le dos. Voilà, Cyril Moine, on a vraiment balayé tout le champ là, jusqu'au rap. Le son de tout ça, le mot reste piégé. On le voit dans tous les débats du jour, entre les pros et les anti. Changement d'Agatha Christie, c'est jamais simple. Ouais, je rebondis sur l'extrait de Kerry James. Il dit quelle insolence. Ouais. Effectivement, le mot est piégé et s'il est utilisé par des blancs, il n'est vraiment pas de bon ton que des blancs l'utilisent. Et c'est un peu comme des proches qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Merci beaucoup, Cyril Lemoine, de cet éclairage historique. Et je vous rappelle que vous pouvez vous plonger dans Ça m'intéresse, l'histoire. Merci beaucoup. Deuxième sens de l'info dans cette édition avec vous. C'est Michel Elchaninov, cet article événement, on peut le dire, parce que ce sera très lu dans Philosophie Magazine sur Didier Raoult. Vous faites un portrait dans la tête de Didier Raoult. Alors, vous êtes familier du genre, vous aviez fait dans la tête de Poutine, notamment. Tout à fait. Pourquoi Raoult d'abord ? Parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui électrise. C'est-à-dire qu'il y a ces discours et ces positions ont créé deux camps irréconciliables. Et moi, j'ai voulu justement ne pas rentrer dans cette polémique, mais tout simplement le lire, voir quelle est sa vision du monde, qu'est-ce qu'il pense. Donc j'ai lu ses livres, tout simplement, comme beaucoup d'entre nous. C'est très malin, évidemment, parce qu'on pense à l'approche scientifique, on pense à l'approche médiatique, mais vous êtes entré via la philosophie, et puis il y a cette double tête Raoult-Nietzsche. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de nietzschéen chez Didier Raoult ? Alors, Didier Raoult adore la philosophie. Ouais. À longueur de livre, il cite des philosophes, des quantités de philosophes, et il raconte qu'il a une histoire d'amour avec un de ses philosophes, c'est Friedrich Nietzsche. Il dit à 14 ans, j'ai lu un de ses livres, Le Gai Savoir, et je suis tombé amoureux de lui parce que j'ai l'impression d'avoir eu une révélation. Ouais. Et il a eu une révélation, et donc on peut dire que comme Nietzsche philosophait à coups de marteau, Didier Raoult fait de la science à coups de marteau, et il l'assume. Il y a un goût de la force, une fascination de la force, de la controverse. C'est pas Didier Pittet qu'on avait tout à l'heure, la raison un peu modérée, surtout pas. Non, Nietzsche, c'est quelqu'un qui considère que c'est la polémique, c'est le combat qui fait avancer la pensée. Et Didier Raoult dit c'est la polémique qui fait avancer les sciences. Il dit même dans certains de ses livres, si c'est une pensée nuancée, pour moi, c'est pas intéressant. Il faut que ça cogne. Donc, quand il se contredit lui-même, c'est pas grave. Si, quand même un peu. Parce que justement, il assume le fait, et il le dit, il l'écrit là encore, qu'une pensée puisse être incohérente. Ouais. Parce que Nietzsche disait, il n'y a pas de vérité, il y a juste des perspectives sur la vérité. Et Didier Raoult assume complètement ce fait, il dit, il n'y a pas de vérité, donc on peut changer. De toute façon, les sciences changent tout le temps, donc on peut dire des choses contradictoires. Et lui, par exemple, dit à un moment que le coronavirus, au tout début, n'est pas si grave. Ensuite, il dit qu'il est grave. Donc, il assume le fait que la vérité soit changeante et chaotique, et il se sert de philosophe pour l'affirmer. Quel personnage, quand même, quand on voit qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a un effet de fascination. Il était dans cette interview très frappante avec David Pujadas. On va revoir un petit extrait qui le montre. Rien contre l'élite, au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. Je m'excuse. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous. Les gens, ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non. Détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi ? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit ? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité ? Michel Elchaninov, c'est lui, Là, il n'y a pas de doute. Oui, c'est-à-dire qu'il dit... il montre qu'il a une ambition extraordinaire. C'est quelqu'un, Didier Raoult, qui prétend véritablement, et ça je l'ai compris en le lisant, révolutionner l'histoire des sciences, tout simplement. Il se prend, je pense, pour Galilée ou pour Darwin ou pour Pasteur, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est porteur d'une vérité future qui n'est pas encore admise par la communauté scientifique. Il le théorise d'ailleurs, il dit qu'il y a des philosophes des sciences qui expliquent ce processus de décalage entre une découverte et son acceptation. Et surtout, il pense qu'il va révolutionner même la pensée humaine. C'est une ambition folle parce qu'il dit, comme Nietzsche, qu'en fait, ça fait 25 siècles qu'on vit sous le règne de la rationalité, du déterminisme, du finalisme, c'est-à-dire du fait que tout s'enchaîne de manière rationnelle. Et lui, il dit non, il y a du chaos, et moi, je vais introduire du chaos dans la science. Il vous fascine, c'est l'objet de votre étude, mais là, vous êtes... Il est assez, d'un côté, assez effrayant si on est rationaliste, si on croit à la rationalité de la science, il est effrayant. De l'autre côté, son ambition, effectivement, est assez fascinante. Ce côté mégalo, très assumé, on franchit quand même un petit seuil là.
On franchit le seuil de celui dont on ne sait pas s'il sera un génie ou un fou. Ouais. C'est-à-dire que lui pense qu'il est encore un génie incompris. Il le dit d'ailleurs, il y a les héros, il dit, le philosophe Hegel parle des héros qu'on prend pour des fous, mais que dans 20 ou 30 ans, on considérera comme des génies, ou alors qui seront balayés de l'histoire. Et donc c'est ça, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir 20 ans d'avance, et qui en plus affirme son droit à l'incohérence. Donc c'est quelque chose de totalement volcanique. Demain, il reviendra en force dans l'actualité, conférence de presse à Marseille, dans le contexte très particulier de Marseille. Ce sera en direct sur LCI. Didier Raoult, le Marseillais, on peut rappeler l'amour de Nietzsche pour la lumière du sud de la France, ça a une dimension importante chez lui. Oui, c'est-à-dire qu'il veut toujours être en décalage. C'est quelqu'un qui a passé une partie de son enfance et de sa jeunesse en Afrique, loin, donc il prétend connaître très bien l'Afrique. C'est quelqu'un qui ne veut pas être parisien, qui veut être en décalage par rapport à ce qu'il appelle une pensée officielle. C'est pas un jeu, quand il attaque les Parisiens, c'est pas juste un petit jeu de l'esprit, il y a quelque chose de plus profond. Ce qui est profond, c'est qu'il pense qu'il y a une vérité officielle et que lui est un dissident par rapport à cette vérité officielle et qu'il affirme autre chose. C'est là où c'est dangereux, à mon avis, parce qu'il peut faire le lit de pas mal de complotisme, même si lui ne l'est pas. C'est-à-dire que peuvent se rejoindre autour de lui tous ceux qui pensent qu'il y a une vérité totalitaire et officielle. Donc là, il est sciemment, là encore, en décalage. Il affirme être le scientifique de demain. Michel Chagnov, je recommande vivement votre portrait. Vous avez pris le magazine avec vous. C'est dans Philosophie Magazine. Et c'est aussi sur le site internet que nous ouvrons un nouveau site internet demain. Et donc cet article sera aussi en ligne demain sur le nouveau site de Philosophie Magazine. Et le titre, avoir confiance, c'est pas loin. Lui a confiance. Oui. Il est en lui et en l'avenir. C'est combien d'heures de travail, combien de jours pour écrire cet article, beaucoup de lectures, mais passionnantes. Mais vous n'avez pas rencontré ? Et non, malheureusement. Peut-être c'est la prochaine étape. Il faut prendre rendez-vous. On organisera le rendez-vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc demain sur notre antenne pour suivre cette conférence de presse de Didier Raoult dans ce contexte très explosif de Marseille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis le troisième sens de l'info, on retrouve Samira El Gadir. Et puis sur ces personnages qui fascinent. Alors c'est un tout autre d'idée. Les complotistes, c'est plutôt l'autre camp là qui parle. C'est Bill Gates. Ces dernières heures encore, il y a une fixette sur Bill Gates. Pourquoi ? D'abord, expliquez-nous cette fixette dans ces dernières heures encore. 2 chiffres, Darius, pour illustrer cette fixette, comme vous dites. Cet article qui affirme que Bill Gates est propriétaire de l'OMS a été partagé 103 000 fois. La vidéo anti-vaccin, rappelez-vous, que je vous montrais ici même lundi, et qui accusait le milliardaire de vouloir nous tracer avec des puces qu'il injecterait dans les vaccins. 1,3 million de vues en 48 heures. D'une manière générale, tout ce qui associe Bill Gates au coronavirus fait un carton sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, son nom arrive en tête des recherches sur les réseaux sociaux. Alors, il y a toujours une part, non pas de vérité, mais il y a un point d'appui chez les complotistes. Ils prennent appui sur quoi, là ? Il y a un levier, effectivement. Bill Gates est un fervent défenseur des vaccins, ça on le sait. D'ailleurs, il avait critiqué ouvertement Donald Trump lorsqu'il avait tourné le dos à l'OMS. Et puis, avec sa fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, il finance de nombreuses recherches sur les vaccins. Il participe d'ailleurs depuis des années, vous le voyez, à des campagnes de vaccination en Afrique, notamment contre la polio et le paludisme. Mais surtout, Bill Gates, c'est l'un des plus gros contributeurs privés au budget de l'OMS. L'an dernier, la fondation Bill Gates a réalisé 37 versements pour l'OMS pour un montant total de 194 millions de dollars. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est propriétaire de l'OMS. L'OMS est une organisation supranationale, on le rappelle, et elle appartient à ses États membres. Le regard de l'historienne, quand même, c'est très frappant de voir à quel point, évidemment, l'argent, ça compte beaucoup dans L'argent compte beaucoup, et puis les fantasmes, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours effectivement un point d'appui de vérité. Je pense à l'abbé Baruel pendant la Révolution, qui au XIXe siècle a écrit donc, ce livre. La thèse était de dire que cette révolution n'était pas du tout une éruption spontanée et que c'était l'œuvre des francs-maçons et des anti-églises qui avaient œuvré. Le complot, on pourra faire toute une rubrique là-dessus. C'est une très très vieille histoire. On a tous envie souvent de se dire il y a quelque chose derrière. Oui, c'est l'idée de se dire on est plus malin, et puis surtout c'est l'opposition très française au pouvoir. C'est incarné par la Révolution. On déboulonne les statues, on décapite les rois, et on va chercher aussi la vérité cachée qu'on nous...
Et pourquoi précisément? Alors, dernière question à vous, Samira, cette cristallisation sur Bill Gates. C'est un peu ce que vous dites, en fait, il symbolise le pouvoir finalement. Il a un peu tous les ingrédients. Hein. Bill Gates, il est américain, il est milliardaire, il a travaillé en plus dans les nouvelles technologies, ce qui sous-entend qu'il a un temps d'avance sur nous et qu'il a les compétences aussi peut-être pour nous surveiller. Et puis son intérêt, son implication pour la santé mondiale fait forcément de lui la cible idéale pour les conspirationnistes. Merci beaucoup. Un portrait de Bill Gates dans la tête de Bill Gates. J'ai une offre pour le prochain Philosophie Magazine. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour ces rubriques. On vous retrouvera notamment dans les jours prochains pour les rubriques historiques. Merci beaucoup. Et puis je vous le rappelle donc, Didier Raoult demain sur notre antenne depuis Marseille. Marseille où nous allons nous rendre immédiatement parce que Marseille c'est dès ce soir 23h cet événement très marquant dans la lutte contre le Covid, la fermeture des bars. On va voir avec vous, Charline, si cette fermeture se prépare, si l'application semble se profiler. Eh bien, écoutez, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous montrer, regardez, ces terrasses avec les Marseillais, les touristes aussi, qui sont là et qui ne sont pas tous forcément au courant de cette fermeture à 23h. Et justement, c'est un problème pour les restaurateurs, on vous l'expliquait aujourd'hui. C'est cette question, comment fait-on lorsque des personnes arrivent à 21h30 pour manger? Parce qu'ici, à Marseille, on mange tard. Comment on fait? Parce que est-ce qu'on doit fermer à 23h et donc peut-être refuser de servir des clients? Toutes ces questions, eh bien, les restaurateurs ici sur cette place se la posent et ont tenté de le demander notamment à la préfecture, des restaurateurs qui nous disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations depuis hier et qu'ils ne savent donc pas comment ils vont pouvoir s'organiser. Donc vous le voyez ici, c'est un peu finalement la confusion et les restaurateurs qui sont tout autour de cette place qui se parlent entre eux pour savoir si quelqu'un a réussi à glaner quelques informations. Donc confusion ici et puis il faut quand même vous dire que le Vieux-Port est juste à quelques mètres d'ici et il y a déjà des fourgons de CRS qui sont arrivés, de la police qui est arrivée, donc on le voit, eh bien, ces forces de l'ordre qui sont prêts finalement à intervenir à 23h pour demander cette fermeture. Alors au niveau des restaurateurs, ce qu'on en pense, eh bien on dit si c'est pour les règles sanitaires, si c'est pour faire en sorte que le virus ne circule plus, finalement c'est une bonne chose, mais on se pose quand même la question à savoir pourquoi 23h. Est-ce que ça veut dire que le virus ne circule plus à 22h? Vous le voyez, en tout cas beaucoup de questions et puis un petit sentiment d'injustice, il faut le dire aussi au niveau des restaurateurs qui nous disent eh bien, que ce n'était peut-être pas forcément la première mesure à prendre et qu'ils se sentent un peu stigmatisés par les forces de demande et notamment par la préfecture. Charline Hurel, il y a cet événement demain, a priori imprévu, peut-être étonnant, diront certains, cette conférence de presse de Didier Raoult avec la maire de Marseille qui s'exprimera aussi demain. Alors, on verra bien ce qu'ils disent, mais sur la fermeture des bars le soir, sur le rapport entre la capitale et Marseille, est-ce que vous sentez dans Marseille ce soir cette conversation, peut-être cette controverse monter ? On la sent de temps en temps, mais vraiment il y a un refus de la part des Marseillais qui nous disent arrêtez de dire que nous sommes les mauvais élèves. Alors ils nous disent on n'a pas envie de se sentir stigmatisés et ils ont l'impression qu'on les prend finalement un peu pour exemple ici à Marseille. Alors tout de même avec Marine Truchot nous le constatons depuis plusieurs soirs lorsqu'on est sur le Vieux-Port, il y a beaucoup de monde qui sont amassés et le port du masque n'est pas forcément respecté ici. Donc vous voyez ce sentiment un peu d'injustice, on le disait, notamment de la part des restaurateurs, mais aussi de la part des habitants. Les habitants, tout comme la mairie de Marseille, qui nous disait aussi que s'il y a une hausse des contaminations, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de dépistages qui sont faits. Donc vous le voyez, il y a un peu un double discours et nous verrons d'ailleurs demain lors de cette conférence ce qu'il s'y dira. Peut-être juste pour vous dire, Darius, eh bien, qu'il est prévu de parler notamment des masques, les masques obligatoires, mais aussi de la possibilité de dépister encore plus ici à Marseille. Charline Hurel, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct à Marseille. Marseille donc demain en effet sur LCI à suivre cette conférence de presse de Didier Raoult. Et puis tout de suite le grand soir sur LCI. Merci beaucoup mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce soir encore et à demain. Merci. C'était votre